Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui à un thème essentiel, la question de la présence, notamment lors de l'accompagnement des personnes en souffrance. Développer une plus grande conscience de ce que nous sommes réellement, clarifier nos motivations, accroître notre bienveillance et notre discernement sont en effet autant de clés pour déployer une présence fertile pour soi et pour les autres. Alors comment la définir plus précisément ? Comment décliner ce savoir-être dans notre quotidien et dans nos relations, qu'elles soient affectives, relationnelles ou professionnelles? Nous retrouvons pour en parler notre invitée. Annie Latrinley, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes moniale bouddhiste, oui, conférencière et formatrice. Vous participez depuis le milieu des années 90 avec Lama Phunso du centre de Dakpo Kagyu-Ling en Dordogne et de Dakpo Bordeaux à la réflexion et à l'élaboration d'une approche bouddhiste des problématiques de la société actuelle. Et je précise que vous avez publié un livre intitulé « La présence, un savoir-être à cultiver ». Alors on imagine bien que vous n'êtes pas arrivé sur ce chemin par hasard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours ? Mon parcours d'accompagnante a commencé en 91 en tant que bénévole. Mais ce parcours d'accompagnante bénévole a été initié, on pourrait dire, par l'expérience de vie et de fin de vie que j'ai eue par rapport à mon mari qui est décédé donc en 91, début 91. Et qui m'a amenée à me poser pas mal de questions sur comment être là, et surtout j'étais très démunie. Et ça a été un parcours difficile, d'autant plus que j'avais 3 enfants qui étaient encore jeunes au début de la maladie, et donc ça a été quelque chose de difficile. En fait, j'ai rencontré l'enseignement du Bouddha à Dakpo Kagyu-Ling, donc en Dordogne, en 1993, et j'ai fait le choix, quand mes enfants ont été tous les 3 majeurs, de m'engager plus entièrement, on pourrait dire, en devenant moniale en 96. Donc cette année, ça va faire 20 ans. Et donc c'était auprès de Gandoun Rinpoché. Auprès de Gandoun Rinpoché et aujourd'hui de Jigme Rinpoché. Alors justement, expliquez-nous aujourd'hui plus concrètement ce que vous faites. Alors j'ai plusieurs types d'activités. Une activité d'enseignement, en ce terme que je partage toute la réflexion qu'on a menée au fil des années avec Lama Phunso, comme vous l'indiquiez, à savoir par rapport à la présence, par rapport à l'accompagnement, mais également bien sûr par rapport au deuil, à la culpabilité, à l'estime de soi, en fait tout ce qui vient qui est questionné dans notre quotidien et apporter un éclairage bouddhiste pour vivre les choses de façon plus éclairée ou différemment. Voilà. Alors revenons maintenant au thème de cette émission qui est celui de la présence. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot, il est quelquefois galvaudé. Comment est-ce que vous le définissez ? J'en suis arrivée à me questionner par rapport à la présence parce que dans les formations de bénévoles que j'ai eues, souvent on nous disait il ne s'agit pas d'être dans le faire, il faut être dans l'être. Et cet être-là n'était pas vraiment défini ou pas suffisamment. Et en fait, tout ce que m'a apporté l'enseignement du Bouddha, c'est justement un éclairage sur ce qu'était être présent à l'autre. Et pour définir la présence à l'autre, il y a plusieurs façons, plusieurs portes d'entrée. On pourrait dire qu'essentiellement, c'est la conscience de ce que je vis au moment où je suis présent à l'autre, la conscience la plus affûtée possible de ce que vit l'autre, c'est-à-dire ça induit de comprendre le processus de deuil, ça induit de comprendre les souffrances de la fin de vie, ça induit de comprendre la culpabilité par exemple, et la conscience de l'environnement, parce que bien évidemment quand on est accueilli en milieu hospitalier, il y a le milieu lui-même a ses propres règles, c'est différent que quand on est à domicile de la personne, donc il y a nécessité d'avoir ces 3 niveaux de présence, on pourrait dire. Et sur cette base de la conscience de ce que je vis, que l'écoute peut prendre place. Il y a nécessité d'être conscient des émotions qui me traversent, d'être conscient de la motivation qui m'anime au moment de la présence. Et il y a aussi nécessité de développer un minima de bienveillance et d'attention à l'autre, bien sûr. Mais ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que c'est un processus qui est vraiment vivant, oui, qui s'affine. Il serait erroné de penser qu'il y aurait une espèce de présence idéale. Je ne pense pas que ça existe. C'est quelque chose qui est vraiment... Puisqu'on est là dans le développement de la conscience de ce qu'on vit, on est nécessairement dans un processus vivant.
et en même temps un processus vivant qui se réajuste à la présence à l'autre, c'est-à-dire que ce que dit l'autre, ce que vit l'autre, bien sûr va avoir un effet sur ma présence, mais également sur mon émotionnel, sur venir toucher peut-être des émotions plus ou moins perceptibles, on va dire. Et donc tout ça, ça a un effet sur la présence. Alors, vous venez justement d'évoquer le fait qu'il fallait développer des qualités. Alors, dans votre livre, vous mettez l'accent sur 3 choses très importantes qui sont donc la motivation bienveillante, l'attention à soi et l'intelligence dans l'écoute. Est-ce que l'on peut revenir sur ces 3 aspects-là? La motivation bienveillante, il y a là, on pourrait dire, 2 questions essentielles à se poser. C'est pourquoi je fais le choix d'être présent à l'autre. On va voir que dans ce premier pourquoi, il y a de multiples facettes. Il y a bien sûr de la générosité, il y a bien sûr l'envie d'être bienveillant, et la bienveillance est bien sûr à l'œuvre, mais il y a aussi des aspects qui sont moins évidents, peut-être un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister comme j'ai envie d'être perçu, une image à défendre. Tout ça peut être présent et ça va avoir un impact forcément sur la présence, parce que c'est pourquoi je fais les choses qui vont déterminer le comment je les fais. Et cette deuxième question, il y a une deuxième question qui est vraiment importante, c'est pourquoi, en 2 mots, vers quoi? Ce que je suis en train de mettre en œuvre là, je l'inscris dans quelle perspective? Et là, il y a plusieurs, bien sûr, motivations possibles, on pourrait dire plusieurs objectifs visés à long terme. Alors, du point de vue de l'enseignement du Bouddha, ça peut être déjà pour être, on pourrait dire, un bon humain. Déjà d'être quelqu'un de bienveillant, développer les qualités. Ensuite, prenant conscience que le fonctionnement dans lequel on est pris, la façon dont j'interagis avec l'autre, est source pour moi et pour les autres, mais pour moi déjà, de mal-être, d'insatisfaction, voire de souffrance. Et donc, je fais le choix d'inscrire la démarche, de développer une présence de qualité à l'autre, dans la perspective de sortir de ce fonctionnement. Et là, bien sûr, les enjeux vont être différents. Et la troisième voie possible, c'est bien sûr de constater que ce fonctionnement-là est générateur de mal-être pour moi, mais tous les êtres sont dans ce même processus. Et donc c'est d'être dans la perspective de se libérer de ce fonctionnement afin de développer la capacité à aider les êtres à sortir eux-mêmes de ce fonctionnement. Alors voilà les trois motivations du chemin bouddhiste. Et qu'en est-il donc justement de l'attention à soi et de l'intelligence dans l'écoute, qui sont aussi les 2 autres aspects? Alors l'attention à soi, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est de développer la conscience de ce que je vis au moment où je le vis. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui ne s'improvise pas. Nous n'avons pas tellement l'habitude de regarder ce que nous vivons. On est plutôt pris par l'émotionnel qui déborde, par nos intentions, nos projets pour l'autre. On a envie que l'autre aille mieux, donc on a des projets. Et là, il est important de le voir, parce que ce sont des pistes erronées. Il ne s'agit pas d'aider l'autre, mais de permettre à l'autre de se connecter à ses propres ressources pour lui-même trouver ses propres réponses. Donc la conscience de ce que je vis, c'est conscience bien sûr, on a vu ça tout à l'heure, par rapport à la motivation, mais surtout par rapport aux émotions, aux afflictions qui sont présentes et qui sont une entrave. Que ce soit l'attachement qui peut se développer par rapport ou qui déjà est en place quand on accompagne un proche, mais ça peut être aussi la colère, l'aversion, parce que les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Ça peut être aussi le fait de voir qu'une partie des choses, etc. Et donc on est là dans un émotionnel qui nécessite un regard particulier. Et donc cela rejoint effectivement l'intelligence aussi dans l'écoute. Tout à fait. Alors j'aimerais que l'on reprécise les différentes relations d'aide qui existent, mais avant cela que l'on revienne aussi sur l'étymologie du mot accompagner, qui est quand même très très belle. Oui, oui. Alors le mot accompagner vient de l'ancien français compin. Et compin, c'est un mot qui existe déjà depuis longtemps. C'était déjà présent au Moyen-Âge, où à cette époque-là, la symbolique du pain était très forte. Et compin, ça veut dire partager le pain. Donc je trouve dans l'accompagnement, il y a déjà cette notion de partage.
Puis, ça a donné accompagner. Accompagner, c'est faire un bout de chemin avec l'autre. Ça veut dire que quand j'accompagne quelqu'un, je ne l'amène pas quelque part, ni je lui refuse le chemin qu'il veut emprunter. C'est-à-dire qu'il y a là un compagnonnage qui peut prendre place, c'est-à-dire suivre le rythme de l'autre, le suivre dans ses choix, même si ça n'aurait pas été les miens, mais c'est son histoire et c'est ça qui est important. Et de quelle manière cela peut-il se décliner alors? Quelles sont les différentes relations d'aide? Alors il y a plusieurs types de relations d'aide. On peut en définir 3 qui vont être impliquées dans l'accompagnement de fin de vie, par exemple. C'est la relation thérapeutique. La relation thérapeutique a pour point de focalisation la personne malade et la maladie de la personne. Les deux sont présents. Il y a bien sûr une intervention au niveau des soins qui prend place, mais cette intervention au niveau des soins se devrait, dans la mesure du possible, être accompagnée d'un prendre soin, c'est-à-dire aussi d'une présence à l'autre. Ça demande bien sûr une formation particulière et une intervision en équipe. Maintenant, il y a l'accompagnement bénévole, qui lui a comme point de focalisation la personne accompagnée. C'est-à-dire qu'on est là avec la personne, quelle que soit sa pathologie, quelle que soit son histoire. C'est vraiment sur la personne que je me centre. Alors si un accompagnement bénévole demande aussi une formation, un suivi en association, avec groupe de parole, formation continue la plupart du temps. Et puis on va parler aussi d'une relation qui est beaucoup plus complexe, c'est la relation avec un proche. Oui. Où là on peut se trouver dans une dynamique de soins, quand la personne est à domicile. On se trouve de fait dans une relation affective, donc dans une histoire commune. Et on sait bien que nos relations affectives sont rarement, elles sont ambivalentes, on va dire. Et tout cet émotionnel, toute cette histoire commune a un impact sur la présence. Parce que je sais qui est la personne. Le bénévole ne sait pas à qui il a affaire. Donc il est prêt à découvrir. Voilà, il peut découvrir. Tandis que quand c'est quelqu'un qu'on connaît, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à découvrir, ce qui est une erreur. Mais c'est comme ça qu'on interagit. Donc l'idée, c'est de bien prendre conscience de quel type de relation je peux établir avec la personne, sur quelle base. Et donc des limites. Et donc les limites de cette relation. Mais les limites ne sont là que pour définir toute la liberté que j'ai dans le cadre de ces limites. Les limites ne sont pas une entrave. Elles sont, au contraire, un éclairage qui m'est donné pour être juste avec la personne. Si, en tant que bénévole, je développe un attachement à la personne, à ce moment-là, bien sûr que la souffrance de la personne va avoir un impact différent. Je suis sortie des limites et du coup, je ne peux plus être dans une relation bénévole, je tombe dans la relation affective. Merci beaucoup, Annie Latrinlé, de nous avoir fait partager votre riche expérience. Merci. Avant de nous quitter, et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques pistes de lecture. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité, La présence, un savoir-être à cultiver, publié chez Rapsal Éditions. Vous y retrouverez différentes pistes pour mieux développer cette qualité, quelles que soient les circonstances. Également chez Rapsal Éditions, de Lama Jigme Rinpoche, Un chemin de sagesse. Et enfin, Vivre heureux quand tout change et tout est incertain, de Pema Chodron, chez Synchronique Éditions. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Je vous souhaite une très, très belle journée.